Et bienvenue dans cette huitième émission en direct sur notre page MX Réflexion. Bon, comme d'habitude, hein, si vous ne faites pas partie des petits vénards qui ont accès au live, ne vous inquiétez pas, Blaise fera la diffusion sur nos plateformes, notamment sur YouTube et évidemment sur le site mxreflexion.com. Encore une fois de plus, le show propulsé par cboparts.com et les magasins CBO à Agen et Toulouse. Avec moi ce soir, là je le sens plus affûté que jamais, Blaise Abadi, comment ça va Blaise? Ça va très très bien, toujours comme d'habitude, comme tous les lundis soirs, très très content de retrouver tout le monde sur ce live. En plus avec ce soir un invité de marque, un invité duquel j'étais fan à mon plus jeune âge, donc ça me fait vraiment plaisir et chaud au cœur de lui poser pas mal de questions. Donc ce soir on va parler de pas mal de choses, hein. On va poser pas mal de questions à Sébastien, ensuite on va parler du SXUS avec la catégorie Lights, la catégorie 450, et on va enchaîner sur l'Argentine, le premier Grand Prix de la saison. On va voir un petit peu les résultats, on va voir les hommes en forme et les hommes qui sont un petit peu moins en forme, et puis on débattra un petit peu sur la question du jour. Voilà, la question du jour, on la verra après, c'est toi Nico qui va la poser cette question du jour, mais je te laisse présenter notre invité, vas-y Nico. Ben, tout à fait, tout à fait. Tu disais que tu étais un grand fan. Mais qui n'a pas été fan de notre invité de ce soir? Un monument du motocross français, le plus jeune champion du monde de l'histoire, double champion du monde, la bête noire de Stéphane Evert, le légendaire Sébastien Tortelli. Comment ça va, Sébastien? Ça va bien, merci. Bon, Sébastien, pour ceux qui ne le savent pas, en ce moment, ben, tu es en Espagne, tu vis là-bas, tu as quitté ta vie américaine il y a un petit moment. Comment ça se passe pour toi? Bah, ça se passe bien, oui, ça fait à peu près un an que je suis au niveau de Barcelone. Donc, c'était un retour en Europe, des raisons personnelles, des raisons familiales qui faisaient que c'était le moment de rentrer. Et puis, ça fait toujours bien de rentrer à la maison. Donc, tu es en vacances, pardon. T'es en Espagne, pas pour les vacances, justement. Petit lapsus. Tu es là-bas pour bosser. Tu peux nous en dire un peu plus. C'est toujours dans le milieu de la moto. Oui, bien sûr, toujours dans le milieu de la moto. Donc, je continue à entraîner des pilotes qui font des grands prix ou des jeunes qui commencent à rouler pas mal, qui font l'Europe aussi. Donc, toujours dans la même activité, avec un nombre de personnes. Et puis, quand on aime ce qu'on fait, c'est toujours plus facile. Alors toi, Sébastien, Ouais, du coup, pourquoi ne pas être resté aux États-Unis par rapport à cette activité? Pourquoi être revenu en Espagne? Est-ce qu'il y a plus de facilité à le faire en Espagne ou c'est Pas vraiment du tout. purement sur le point de vue personnel? Non, non, c'est purement un point de vue personnel. Aux États-Unis, tout roulait tranquille, donc c'était facile de ce niveau-là, avec les pistes qui sont souvent tous les jours préparées, et donc c'est assez facile. Mais j'ai eu mon papa qui est tombé fort malade il y a maintenant un an et demi. Donc, c'était un peu la sonnette d'alarme qui a fait que on ne devient pas plus jeune plus le temps avance. Et c'était important pour moi et pour ma famille de rentrer, de nous rapprocher de notre famille, autant mon épouse que moi, que nos enfants connaissent mieux leurs grands-parents, vu que quand on est aux États-Unis, il y a quand même 11 heures d'avion, surtout qu'on est à la côte ouest. Donc, les relations, oui, le téléphone, de temps en temps le Skype, mais c'est plus limité. Le fait de revenir en Europe, c'était plus facile. Et Barcelone, parce que quelque part, Barcelone, c'est la Californie de l'Europe. Donc, pour moi, ça faisait déjà un choc un peu moins important. Une ville super internationale, beaucoup de terrain ici à Barcelone, donc ça m'avait vraiment surpris quand j'étais venu voir plusieurs fois avant. Donc c'était le bon endroit pour entrer. Et puis pour mes enfants, il y avait toujours une école américaine vu qu'ils ont fait toute leur scolarité aux États-Unis. Donc ils finissent leur scolarité en école américaine. Donc tout était bien réuni pour quelque part venir à Barcelone. Ouais, tu disais la Californie, c'est le pays pour entraîner en motocross. En Espagne, plutôt en Europe, tu conseillerais quoi comme pays? L'Espagne, la France, toi, quand tu t'entraînais pour le mondial, je suppose que c'était pas la même époque non plus, les circuits n'étaient pas Non, préparés de la même manière, mais tu non, bien sûr. t'entraînerais comment de nos jours? Il y a une partie qui est fort populaire avec la Belgique. Personnellement, je suis pas vraiment un fan de la Belgique, donc c'est pas ce que je ferais comme choix. Je préfère un programme comme à Caroli aujourd'hui, où il est capable d'alterner la Sardaigne, où il fait un peu meilleur quand même pour s'entraîner l'hiver dans du sable type Lommel, faire son endurance, sa préparation, et puis après bouger sur les circuits dans le sud. Personnellement, aller en Belgique et avoir beaucoup de pluie, du froid, c'est pas ce que j'ai toujours préféré.
Et il y a des moments, c'est nécessaire d'y aller, mais personnellement, je ne baserai pas ma maison là-bas d'entraînement. Donc peut-être parce que je suis français, parce que je suis du sud un peu, que j'étais plus habitué à avoir du soleil, mais quand je vois le plafond bas tous les matins, ça me donne pas envie d'aller dehors et puis d'aller faire ce qu'il faut, hein, faire les manches, faire le vélo et passer du temps pour rouler. Donc moi personnellement, Barcelone, ça se passe plutôt bien à ce niveau-là. La Sardaigne est un endroit en Italie aussi où tout est bien réuni pour faire une bonne préparation hivernale dans des bonnes conditions. On ne veut pas nos compétitions avec moins 10, donc il faut rester dans quelque chose qui soit agréable quand même pour l'entraînement. D'accord. Et toi, justement, par rapport aux pilotes que tu entraînes, est-ce que tu leur infliges des gros entraînements autant physiques que techniques? Ou comment tu bases en fait tes entraînements? Tu t'adaptes plutôt au pilote? Ou est-ce que tu as un entraînement type que tu vas faire avec un pilote niveau élite, on va dire, et un autre avec un pilote niveau national? Non, c'est pas du tout. Je pense pas que c'est pareil. Chaque pilote est un peu différent. Et surtout, l'âge aussi change pas mal de choses. Quelqu'un qui est plus jeune a besoin de faire beaucoup moins d'entraînement physique parce que il est encore en train de se bâtir. Il peut pas faire vraiment beaucoup de musculation non plus parce que c'est que du renforcement musculaire. Donc, pour pas affecter sa croissance. Donc, sur les jeunes, c'est vachement plus réduit. Et puis, quand tu as 15-16 ans, tu as normalement vachement d'énergie et tu es capable de tenir la longueur de qui est demandé sur les championnats. Après, quand les personnes deviennent plus vieux, c'est bon, pas plus vieux, mais plus âgés, on va dire. Euh, 30 ans, quoi. je suis passé de l'autre côté aussi, mais non. Et, non, c'est adapté par rapport aux pilotes. Moi, personnellement, je préfère utiliser l'hiver comme un temps où on fait tout ce qui est foncier. Et après, quand la saison va bientôt commencer, c'est-à-dire du côté de janvier, février, commencer tout ce qui est un peu plus intensif pour se préparer pour les premières courses. Mais la base, pour moi, reste la même. On ne peut pas faire de l'intensif si on n'a pas fait le foncier avant. Et souvent, les pilotes confondent, c'est de l'intensif, c'est tout ça, mais c'est de l'intensif tout le temps. Ouais, c'est Et peut-être pour se rassurer aussi, de se dire, ah, j'ai la vitesse, et ils se comparent aux autres, hein, et en fait, voilà, ils ouais. prennent pas le temps de se préparer, quoi. Ouais, mais quand on fait que de l'intensif, on brûle les cartouches et puis après, on a une Mm. saison qui est en dents de scie. Donc, il faut être capable d'accepter de faire de longues manches, pas spécialement à 100%, mais de bâtir cette base et puis après, passer à l'étape suivante qui est d'accélérer sur beaucoup plus intensif. Et souvent, le problème qu'il y a, c'est que je pense que les gens oublient que quand on fait du motocross, on fait du motocross, on est pilote et on n'est pas triathlète. Donc, il faut savoir où on veut dépenser son énergie et on veut quelque part bâtir son physique et gagner de la vitesse sur une moto. Donc, si on fait que de l'intensif, être performant autant en physique et autant en moto, ça n'arrive plus à rien parce qu'après les résultats commencent à descendre et on se dit ça va pas, il faut que j'en rajoute encore plus et puis c'est la spirale infernale et ça commence à descendre et après les pilotes se chopent les psin bars et ça arrive souvent chez les pros aussi. Ouais, c'est ce que disaient des gars comme Zach Osborne en arrivant à la Baker's Factory, par exemple. Il disait, en fin de compte, il travaille plus intelligemment, il travaille beaucoup, toujours, mais il s'est rendu compte qu'il travaillait moins, lui, par exemple. En fin de compte, il forçait beaucoup plus quand il était de son côté, il fallait qu'il en fasse plus, toujours, tous les jours. Il se disait, ça va me rendre plus rapide, et en fin de compte, là, il a des programmes beaucoup plus adaptés, et il s'est rendu compte que le repos était important aussi. Ouais, le repos est aussi important que l'entraînement. Et c'est vrai que ce que tu dis est exact. Beaucoup de pilotes, même quand j'en parle avec eux, ils sont basés sur le plus j'en fais, le mieux c'est. Et en Mm. fait, non, ça, on n'est pas, c'est pas possible de faire ça parce qu'on arrive à un rupteur et on explose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les pilotes qui sont au top, oui, ils en font, mais ils en font une quantité qui est raisonnable et adaptée à ceux qui sont capables, avec une récupération qui est aussi importante que la partie active. Et toi, justement, Sébastien, par rapport à ça, moi je dis souvent qu'en motocross, il y a trois critères, on va dire. En gros, il y a le physique, la technique et le mental. Et toi, à partir de ces trois critères sur lesquels tu interviens, est-ce que tu interviens autant sur le physique, technique et mental, ou alors plutôt physique, technique, et tu laisses un petit peu de côté l'aspect mental? Non,
Je suis d'accord sur les 3 points. Il y a un côté physique, il y a un côté mental et un côté technique. Maintenant, il y a un ordre dans ces choses-là Ouais, aussi, exactement. de priorité. Je pense que le mental est le numéro un, parce que quelqu'un qui a un gros mental sera plus capable de se pousser quand il faut le faire. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont le mental en entraînement, mais qui n'ont plus le mental en compétition. Et le mental de compétition est le plus important parce que ben, l'envie de gagner est celle qui permet d'aller des fois beaucoup plus loin. Donc ça, c'est dans la confiance de la personne. Et après, comment on bâtit la confiance de la personne, c'est par rapport à l'entraînement qu'il a pu faire et la confiance qu'il a pu bâtir sur l'entraînement. Ouais. Donc, on revient sur le côté, un pilote qui a un certain niveau a déjà une technique affirmée et c'est pas vraiment, s'il est arrivé à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à changer déjà. Il y a peut-être un petit peu de peaufinement, mais c'est tous les pilotes qui font les Grands Prix qui sont là, il n'y a pas vraiment de changement technique à faire. C'est principalement une structure qui leur permet de gagner leur confiance et d'être beaucoup plus efficace sur une compétition et d'apporter à leur côté le moment où il y a un doute, la, la, pas la sécurité, mais le mot qui fait que le doute est effacé et il continue à avancer toujours de l'avant. Exactement. Donc, c'est c'est un pilote qui est devant, forcément, il a une envie, et à partir du moment qu'on a l'envie de gagner, le mental suit. Donc, techniquement, c'est très important de travailler du technique. On est plus jeune pour gagner la vitesse et gagner la sécurité de pilotage. Et après, ben, il y a une gestion qui doit être faite, qui doit être bien faite sur le physique et sur l'apport, le conseil à côté du pilote pour qu'il puisse arriver à ses buts que lui s'est fixés. D'accord. Toi, Sébastien, on voit que tu en connais un rayon en préparation physique, en préparation technique aussi sur la moto. Tu as eu plusieurs coachs dans ta carrière, notamment Jackie Vimon au début de ta carrière. Duquel de ces coachs tu t'inspires le plus quand tu relais les informations à tes jeunes à toi? Ben, j'ai eu 2 coachs principaux qui ont le plus marqué. J'ai eu Jackie Vimon qui m'a marqué tout ce qui a été expérience extérieure, hein, c'est-à-dire outdoor, et Ouais. Ricky Johnson qui m'a vachement apporté tout ce qui était supercross. Donc, c'est les 2 coachs qui ont été vraiment pour moi primordiaux dans ma carrière. Jackie étant mon premier coach, je pense que c'est lui qui m'a donné toutes les bases. Base, structure d'entraînement, technique, comment aujourd'hui j'approche mes entraînements sont sûrement basés sur le même principe que Jackie a pu me donner avant, avec mon expérience en plus forcément de ce que moi j'ai vécu. Donc Jackie est resté vraiment un point qui a été décisif dans ma carrière, étant jeune et être capable de rouler avec lui quand j'avais, je pense, les premières fois que j'ai fait l'équipe de France Espoir avec la FFM, je devais avoir dans les 12 ans. Donc, être pris à cet âge-là et être conseillé m'a permis d'évoluer beaucoup plus facilement, surtout que quand j'étais jeune, je ne faisais pas beaucoup de moto. Donc, Ouais, t'es quelqu'un, hein, tu viens de le préciser, t'as fait pas mal d'études, tu es allé au moins jusqu'au oui, bac, c'est ça? ouais, j'ai passé un bac S. Ouais. Donc, la première partie de ma carrière, jusqu'à ce que j'aille à l'INSEP, c'est-à-dire, je pense que j'avais 15 ans, j'étais basé sur une école normale où le pilotage était seulement les vacances et le week-end quand il n'y avait pas d'importantes réunions familiales. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu penses que c'est toujours possible de nos jours, en 2018, d'arriver à faire les études en parallèle du motocross, ou est-ce que le niveau a tellement augmenté que pour toi, c'est plus possible maintenant? Non, je pense que c'est toujours possible à un certain niveau. C'est-à-dire que moi, je vois, étant aux États-Unis, j'ai vu quelque part l'envers du décor qu'on ne voit pas vraiment en Europe. À ce niveau-là, c'est-à-dire que les Européens arrivent plus tard à haut niveau que les Américains, en fonction d'âge. D'accord. Pourquoi? C'est parce que le sport aux États-Unis est tellement poussé chez les jeunes. Moi, tout ce que je vois, ceux qui ingurgitent en 65, ça commence en 50, et après en 65, et en 85, les heures que font les gamins pour les courses amateurs, quand ils sont en amateur, c'est-à-dire ils passent directement en 250 F
et 4,50 avant de tourner pro. C'est-à-dire le gamin, il a 15-16 ans, il roule déjà sur un 4,50 et ils font des courses où ils vont vite, très vite même. Et après, quand ils tournent pro à 16 ans ou 17 ans, qu'il faut rempiler la vitesse supérieure et le travail supérieur, ils ont tellement fait de boulot en étant gamin qu'il y en a beaucoup, 80%, je veux dire même 90%, qui arrivent plus. Et c'était des espoirs étant jeunes, et puis ils n'arrivent plus à passer le cap. Et ils commencent à douter, et ça finit vraiment mal. Par contre, en Europe, on voit des gens qui roulent beaucoup moins parce qu'il y a une scolarité qui est un peu plus imposée en Europe, et des jeunes qui maturent plus tard. Mais quand ils maturent plus tard, ils ont déjà une expérience qui est supplémentaire et ils arrivent à faire des carrières qui sont plus longues et normalement qui sont aussi bien réussies qu'aux États-Unis. Ouais, justement, pour bâtir une belle carrière, tu penses que le modèle américain est meilleur que le modèle européen ou quoi? Je pense pas, non. Je pense que quand un gamin roule tellement, étant jeune, il arrive à 15-16 ans, Bah, c'est il, burn-out déjà. voilà, il est burn-out, il découvre la vie avec les filles, et puis ça commence à partir en live, quoi, hein, les Ouais, fêtes. mais ce cas-là, avec Stroop, Nico Easy, des gars comme ça, Voilà, quoi. il y en a plein qui sont partis de ce côté-là, et même qu'on ne connaît pas, qui ont été très bons en amateur, et ils découvrent autre chose. Ils ont tellement été, comment ça s'appelle, dirigés dans le fait de dormir, rouler, école tout le temps, qu'ils arrivent et ils n'arrivent plus. Et après, du côté européen, on a une base, je pense que avec la fédération française d'ailleurs, qui est toujours depuis très longtemps, qui a quand même mis la main à la pâte avec des stages et ainsi de suite. Je pense que ça ramène un peu les choses à la réalité, qui permet que de nos jours, on a des jeunes qui savent bien rouler, qui arrivent à développer avec maturité et arriver au plus haut niveau. Le seule chose qui est un peu, quelque part, moins ancrée en Europe est le supercross. Et je pense que ça pénalise certains pilotes qui pourraient faire un peu plus de supercross et le développer pour avoir un pilote qui soit bien plus qui ait plus de connaissances techniques à tous les niveaux. Qu'en Europe, on est quand même basé plus sur l'outdoor, sur le MX. Et aujourd'hui, on voit des pilotes comme Paulin, qui est un pilote qui était très talentueux en supercross, mais par les obligations de team, ne peut plus en faire. Et donc, il est vraiment canalisé vers quelque chose qui est motocross. Donc, l'Europe, quelque part, devient une spécialité motocross et qu'un pilote qui aimerait rouler en supercross est quelque part obligé de partir aux États-Unis. D'accord. Et toi, par rapport à ça, justement, on sait que quand tu es arrivé aux États-Unis, bon, tu as été champion du monde ici en Europe, tu es parti aux États-Unis. Tu as eu un petit peu de difficultés, non, au début en Supercross. Comment tu l'as ressenti, toi? J'ai eu des difficultés, oui. Bon, t'as gagné quand À même part la le première. Podium à LA quand même. Exactement, à part la Oui, première. mais des difficultés parce que bah, déjà, ce qui s'est passé, c'est que la semaine après que j'ai eu mon deuxième titre mondial face à Stéphane, j'ai cassé mon pied. Je me suis cassé le pied. J'ai mon frein qui a lâché à l'appel d'un saut à Tomère-la-Sogne. Et je me suis pas envoyé en l'air et je me suis fracassé le pied. Donc, j'ai été quelque part blessé en septembre et j'ai repris la moto seulement mi-décembre, genre 2 semaines avant la première épreuve, sur une nouvelle machine parce que je roulais Honda. Donc, j'avais roulé toute ma carrière quelque part professionnelle en Europe sur Kawasaki. Donc, sur une nouvelle machine que je ne connaissais pas et dans un nouveau championnat que je ne connaissais pas non plus. Et un team dans lequel on est réputé pour avoir une atmosphère assez drastique, on va Ouais, dire non, professionnelle, mais compliquée peut-être, non? j'ai jamais senti ça de chez Honda. D'accord, Pas d'accord, du tout. C'est la réputation que ce team avait, ok. mais j'ai jamais ressenti ça. Je trouve que c'était un team qui était, pour moi, ça a été l'un des meilleurs teams dans lesquels j'ai été, de loin, par rapport aux autres, parce que les gens étaient très chaleureux à l'intérieur du team. Il y avait une bonne ambiance. C'était très organisé. Et moi, ça me plaisait pas du tout. Et en fait, tout le monde était au même niveau. Donc, ça permettait d'avoir vraiment une synergie au sein du team qui était très claire. Et D'accord. je, je, je pense que c'est des gens qui se sont fait une image de Honda étant une bête noire, alors que
pas du tout le cas. Et même aujourd'hui, je suis toujours en contact avec des personnes qui sont là-bas. Et ça reste toujours les mêmes personnes qui sont, certains disent pas humaines, mais quelque part, moi, je les trouve très humains. D'accord. Et toi, par rapport justement à cette suite de carrière, est-ce que il y a des erreurs que tu aurais souhaité éviter? Si ça serait à refaire, par exemple, Je est-ce que tu pense que ferais les choses l'erreur que différemment? j'ai fait, principalement, je ne regrette pas la carrière que j'ai, les choix que j'ai faits. Le seul choix que j'aurais regretté, c'est que quand je suis parti aux États-Unis la première année, j'aurais pas dû rouler en Supercross en 2,5, mais en light, en D'accord. 250. Ouais. Je pense que pour mon adaptation aux États-Unis, j'aurais pas dû partir directement dans la même catégorie, la catégorie Rennes. J'aurais dû prendre un an, au moins un an en light pour apprendre finaliser le supercross. En l'occurrence, comme je m'étais blessé, j'aurais dû partir sur la côte Est pour prendre le rythme et être capable après de revenir sur l'outdoor en 250 ou en 4,5. Mais je sais que, d'ailleurs, j'en discutais il n'y a pas longtemps avec un ami de chez Fox qui était propre de Gager. Et j'ai dit, tu sais, moi, mon seul regret que j'ai eu sur le planification de ma carrière, c'est vraiment de ne pas avoir fait la première année en light. Et je sais qu'il était proche de Geiger. Et je lui dis, honnêtement, si tu peux lui glisser, ça peut l'aider. Ouais, c'est Ouais, exactement. surtout que ouais, il a un pilotage assez agressif sur la 450. Le balancer directement en Supercross sur cette moto, ça risque de faire des étincelles. Mais déjà, la première épreuve du Monster Cup n'a pas été terrible. Ouais. Il s'en sort bien, mais ça a été à peu près, ça a été limite. Donc, Comment tu l'expliques ça? Parce que c'est quand même des gars, enfin, comme toi, tu étais vraiment talentueux, champion du monde. On se dit, ces gars-là, ils peuvent faire n'importe quel sport. Limite, on les mettrait sur une moto d'enduro, ils seraient forts en enduro. C'est quoi vraiment la différence entre le supercross et le motocross? mais honnêtement, j'ai mis plusieurs années à me sentir bien en supercross parce que le supercross, il y a pas de mystère, c'est des heures de roulage. Beaucoup plus que le motocross. Motocross, c'est pour moi, quelque part plus technique que le supercross. Le supercross, c'est de la répétition, c'est des heures de roulage, des tours qu'il faut faire, hein, qu'il faut prendre la distance. Un triple, c'est temps. Une section saut sur table, si c'était un triple sur table, c'est temps. Donc, c'est des automatismes qu'il faut prendre. Et c'est très carré. Et donc, là-dessus, c'est vraiment des heures de roulage, que les habitudes soient là, et puis ça avance. Que le motocross est quelque part plus technique parce qu'il y a de la vitesse, parce qu'il y a des trous, parce que les circuits ne sont pas refaits. Et donc, il faut développer un feeling qui est beaucoup plus important. Et quelque part, le motocross, pour moi, restait quelque chose de physique, mais quelque part moins physique que le supercross. Le supercross, c'est 20 minutes. Tu es sur la grille de départ, déjà, rien qu'avec l'adrénaline, tu as le cœur qui est à 160. Mhm. Ouais. Sans bouger, sans rien, tu es déjà à 160 direct. Ouais. Tu fais ton premier virage, tu es passé à 180. Tu as fait la première série, tu es entre 180 et 200 pendant 20 minutes. Ouais, Mais exactement. par contre, 10 minutes après la course, tu es frais et il n'y a pas de problème. D'accord. Qu'un outdoor, physiquement, ça traîne, c'est long, il faut se battre plus avec la moto, donc il y a plus de travail qui est fait là-dessus. Mais donc voilà, quoi, c'est tout. Pour moi, c'est Est-ce qu'en outdoor, tu as un petit peu galéré, toi, hein, aux États-Unis aussi, puisque le format est complètement différent, le pilotage n'est pas tout à fait le même. On voit les Américains qui rentrent plus assis dans les extérieurs. Toi, tu avais plus un pilotage européen à l'époque, à chercher les traces à l'intérieur et tout ça. Comment tu définirais la différence entre le motocross US et le motocross européen? ben, quand j'ai commencé aux US, ou même toute ma carrière, j'ai pas vraiment changé mon pilotage en outdoor parce que je pense qu'il convenait même aux US. La seule différence, c'est que quand tu roules en Europe, tu peux toujours trouver des petites traces, des Ouais. traces qui vont bien. Mais aux Exactement. US, tu fais à droite, à gauche, au milieu, c'est toujours pareil. Il n'y en a aucune qui va bien. Il n'y a rien qui va. Au début, il faut s'adapter. Et après qu'on a compris que il faut rentrer dedans, il faut rentrer dedans, hein. C'est la part des choses. Mais donc en Europe, ça restait un peu plus technique, quoique les terrains commencent un peu à évoluer, ils commencent à être équipés certains plus, mais on a quand même des textures quand tu vois les terrains de Loket, c'est une texture assez dure. Quand tu pars en Italie, c'est quand même assez dur, à part Autobiano, bien sûr. Mais ça reste des terrains européens. Les motos ont un setup suspension qui est différent également.
par rapport à ce qu'on a aux US. Aux US, ils aiment bien rouler avec une moto beaucoup plus basse de l'arrière par rapport à la nature du sol. En Europe, on roule avec une moto qui est plus haute. Mais bon, c'est adapté. Et pour un pilote qui part aux US, il faut qu'il s'adapte à la technique américaine. Et pour un pilote américain qui vient en Europe, c'est la même chose. S'il ne change pas sa technique, ça ne va pas le faire non plus. Donc, il y a toujours un sens d'adaptation pour les deux, dans les deux sens. Et toi, j'ai une question justement par rapport à ta carrière, toi Sébastien. Si tu devais garder une victoire, tu garderais laquelle? C'est Ouais, pourquoi je pense que ma victoire avec Stéphane Everts là, en Grèce reste pour moi la meilleure. Ouais. Forcément, j'ai eu un titre mondial après une saison de fou avec lui. Donc, ça reste, ça reste une de mes meilleures, un des points les plus hauts de ma carrière. Maintenant, Tu peux la raconter un petit peu cette dernière course ou ça t'embête? Peut-être tu l'as raconté 1 500 000 fois, mais. non, pas vraiment. Parce que c'était vraiment un jeu mental. Alors, pour ceux qui ont moins de 30 ans, peut-être la connaissent pas cette histoire, mais bon, c'était vraiment, si vous êtes arrivé à la dernière épreuve, où c'était vraiment au premier qui craque, quoi. Ouais, on se rappelle il y Ouais, avait aussi Pete Byrer qui pouvait s'intercaler à cette époque-là. Et c'était... ouais, bah, il y avait Pete Barrer, il y a plein de choses qui sont dites. En fait, je pense que l'histoire a commencé, mais pas en Grèce. C'était la course d'avant où c'était qu'on a été allé rouler à Regensburg, en Suisse. C'était le Grand Prix d'avant, l'avant-dernier Grand Prix. Et donc, on était quelque part, Stéphane avait commencé à s'installer dans la position de champion du monde. Et j'étais conscient qu'il avait pris quelque part confiance et que s'il n'y avait pas quelque chose qui se passait, ça ne pouvait pas se faire. Et donc, Regensburg, un terrain que j'appréciais, assez européen, assez français quand même, avec des pierres, des montées, des descentes, donc ça restait assez français. Et en première manche, il part en tête. J'étais derrière, ça ne se faisait pas. Et puis, j'ai un ami qui est arrivé, qui était venu pour me supporter. Et je le vois sur le bord de la piste, il commence à m'encourager. Et ça a fait un premier déclic. Et donc, j'ai mis la machine en route et j'ai été capable d'aller chercher Stéphane et de le passer. Donc ça, c'était la première manche. Deuxième manche, Stéphane part en tête de nouveau. Et par contre, après nous deux, c'était Talon Volant, je crois qu'il était 3 ou Pete, mais ils étaient à 30 secondes, 1 minute, quoi. Donc c'était lui ou moi qui, à cette époque-là, qui était devant et qui gagnait. Soit on faisait premier, deuxième, mais ça restait très restreint. Donc je me suis dit, c'est quelque part la dernière chance. Si je ne fais pas quelque chose, ça ne va pas se faire. Et il y a un grand virage après Regensburg. À l'époque, je ne sais pas s'il roule toujours à Regensburg ou pas, mais c'était, il y avait l'esplanade qui était sur le dessus. Ça faisait un grand saut, virage à droite, et après, ça faisait un virage un peu en dévers à gauche qui était un peu en U. Et donc, avec une ornière qui partait fort à l'extérieur, mais qui était la meilleure. Et donc, Stéphane ouvre la porte, va à l'extérieur, et je me dis, c'est maintenant ou c'est pas, quoi. Donc, j'arrive à l'intérieur, et je passais Stéphane, donc forcément. Il me voit arriver vers l'intérieur, et comme lui, il se pensait assis en tant que champion du monde, il pensait que j'allais couper finalement. Sauf que je n'ai pas coupé. Donc, je l'ai pris en deux, au milieu, au niveau des cale-pieds, direct. Et là je l'ai vu partir, en fait, parce qu'il a été complètement surpris. Et il est parti, et à Regensburg, en Suisse, en fait, les poteaux, ce n'est pas des petits piquets jaunes comme on avait aujourd'hui, c'était des gros poteaux, en fait. Des gros poteaux, des madriers qu'ils avaient plantés, et avec une corde. Et je l'ai tellement tapé fort, et que lui, il était en pleine accélération, qu'il est passé par-dessus la barrière. De l'autre côté de la piste, un peu. Et là, je me suis dit, bon, ben, c'est bon, là, ça va, je vais gagner des points. Il y a quelqu'un qui a ouvert le portail pour qu'il puisse revenir, et il a encore fini deuxième. Ah ouais. Contre, c'était quelque part, cette action-là que j'ai fait sur lui, l'a déstabilisé, en fait. Comme tu disais, il s'est dit, attends, c'est moi le champion, il n'y a personne qui peut me faire ça. Voilà, je suis bien et c'est fini. Et finalement, comme je l'ai coupé en deux, ça l'a vraiment déstabilisé. Et bon, donc voilà. Et la semaine après, c'était la Grèce. Moi, personnellement, j'étais avec mon épouse. C'était la fin de l'année. Et on s'est dit, vu que c'est la fin de l'année, de toute façon, il n'y a rien qui va changer. On est parti, j'ai pas roulé de la semaine.
après la course. On est parti quelque part, pas loin du circuit, puis on a pris 4-5 jours sympathiques en Grèce pour s'habituer et puis profiter. Et donc voilà, tout nickel. Moi, j'arrive le samedi, le vendredi sur le circuit, tout allait bien, tout était bien. Et Stéphane, lui, était parti le vendredi. Malheureusement pour lui, son avion à Bruxelles est rentré dans un bus. Ouf. Ouais, là, Donc, Ouais, c'est toi qui avais garé le bus là avant d'aller en Grèce. t'as payé le chauffeur en fait. donc, au lieu d'arriver à l'heure, il est arrivé genre 1h du matin sur le circuit, quoi, parce qu'il y avait 5 heures de route après et tout. Donc déjà, il commençait son week-end de mauvais côté, en plus de ce que j'avais fait la semaine d'avant. Donc ça, c'était la première des choses. Et après, là-dessus, il y avait Ryan Hughes, qui avait été contacté par mon team pour venir faire la course, pour essayer de m'aider, en fait. Et là, il y avait le manager de Dave Grant qui a commencé à faire tout son truc et sortir la règle FIM et tout ça. Et finalement, qui a pu l'interdire de rouler. Mais bon, c'était une commotion qui se passait au niveau des teams, ça gueulait dans tous les sens, et ainsi de suite. Donc, surtout dans son truc à lui, c'était imaginer que Ryan Hughes était venu rien que pour le sortir. D'accord. Ouais. Donc, alors que Ryan Hughes était venu quelque part pour parler avec mon team pour être possibilité de rouler l'année prochaine en fait en Europe. Mais pour l'équipe Evert, c'était venu comme quoi mon team avait fait venir Ryan Hughes pour le couper en deux et que je puisse être champion parce que il fallait que Stéphane fasse une fois troisième pour que je sois titré en fait. Donc c'était là où ça avait commencé un peu à jaser et que ça se passait mal. Bon, peu importe, les essais se font et tout ça, donc c'était très bien. Je crois que Stéphane fait le premier temps, je fais le deuxième temps. T'as eu la pression à ce moment-là ou pas? Non, parce que non, de toute façon, non, je faisais mon truc et puis c'était ce qui se passait et puis voilà quoi. Tu avais la position idéale au final. C'est vrai que... Oui, j'étais bien. J'avais fait ce que je devais faire avant. Donc quelque part, c'était moi qui étais deuxième. J'arrivais avec une position de force. Bon, donc ça va, quoi. Hein. Et donc, première manche, on part. Stéphane part devant moi. Quelque chose se passe aussi. Pete était dedans. Il part en tête, d'ailleurs. Et pour une raison ou une autre, Stéphane et moi, on a tous les deux roulé comme des pieds. On n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre. Donc, Stéphane est juste devant moi. Je suis derrière lui. Pete Barrer est en tête. On ne remonte pas dessus. Et alors, c'était jamais arrivé, quoi. Non, c'était jamais arrivé. Non, parce qu'on était vraiment plus rapide. Ça, c'est le troisième frein. Ça, c'est le frein mental, ça. Ouais. Et quelque part, Stéphane est le premier à aller à l'erreur. Dans le bas d'une descente, il perd l'avant, il tombe. Il tombe et il tombe. Donc, je me retrouve deuxième. Et Pete Barrer avait signé pour mon team l'année prochaine, mais ce n'était pas officiel encore. Et je ne le savais pas non plus, d'ailleurs, moi. Quelque part, il avait un peu. Honda lui avait promis la même moto que Stéphane toute l'année, d'usine, et ils lui ont jamais donné. Donc il avait aussi une rancœur vis-à-vis de Honda, qui quittait, et moi, et le team dans lequel j'allais. Et donc, quelque part, et puis Pete était vraiment un bon ami à moi aussi. Et quelque part, il ralentit un petit peu, donc finalement, j'arrive à le rattraper. Et puis dans un virage, il part à l'extérieur, c'est dire vas-y, je te laisse passer quoi. Donc je passe en tête et je fais un tour. Le tour d'après, je perds l'avant, je tombe comme une merde. Je passe en tête. Quand je suis par terre, il est en train de me regarder, mais qu'est-ce que tu fais, Seb? Donc je remonte sur la moto. Tout ça pour rien. Pour rien. Donc je remonte sur la moto. Stéphane était encore plus loin. Et je remonte et je repasse Pete. Et finalement, Pete reste avec moi toute la course. Je gagne, il fait 2 et Stéphane fait 3. Donc, les cartes étaient mises à plat. Ça y est, Stéphane a fait 3e. On revient sur le fait que celui qui gagnera la dernière manche sera champion du monde finalement parce que nous avons 2 points d'écart ou quelque chose comme ça. Et celui qui gagnait ce Grand Prix-là avait un Grand Prix de plus en victoire. Donc c'était énorme. Tu ne pouvais pas faire quasiment plus à égalité. En points, en plus. Donc voilà, on arrive sur la dernière épreuve et la dernière manche. Chose qui ne me ressemble pas du tout.
j'étais avec mon épouse avant de partir et je lui dis, ben, quand je reviendrai, ce sera moi le champion du monde. Sûr, mais sans aucun doute, je pars. Et j'arrive au pré-parc, donc je prépare ma grille, Stéphane prépare sa grille, et chose que je ne fais pas non plus. Donc c'était le drapeau qui se lève, c'est-à-dire où il vous reste 5 minutes, allez à vos motos. Et avant d'aller à ma moto, je vais vers Stéphane, je lui tends la main et je dis good luck. C'est énorme. Ça, c'est bien, énorme. ça. C'est vraiment le meilleur moment de l'histoire. C'est vraiment énorme. Et hop, je vais sur ma moto et je vois Stéphane qui me tend la main d'ailleurs, et qui reste stoïque. Et donc moi, je vais sur ma moto. Donc voilà, on repart sur le départ. Et c'est Maschio ou je ne sais plus qui c'est qui part en tête. Non, je crois que c'est Stéphane qui part en tête. Et Voland part 2. Et au deuxième virage, je crois que je lui ai tellement gueulé fort à Voland dessus qu'il a su que c'était moi. Et il s'est sorti et puis il m'a laissé avec Stéphane. Donc ça, c'était le deuxième virage. Et je crois que sur les vidéos, ça se voit encore. C'est-à-dire c'est le deuxième saut, je crois. Et il y a Voland qui était au milieu de la piste et il fait carrément un écart pour me laisser passer. Donc voilà, Stéphane devant, moi 2. Stéphane est dans la position qu'il aime, c'est-à-dire il est devant. Moi, je suis 2. Ma position que j'aime aussi parce que c'est moi qui, quelque part, qui doit le passer. Et donc là, on part sur 40 minutes, parce qu'à l'époque, c'était 40 minutes. Et donc, vas-y. Et Stéphane, après les années que j'avais avec lui, je savais qu'à 20 minutes, il avait un point de faiblesse. Donc, j'ai attendu 20 minutes. Et quand mon mécano m'a dit moitié course, je me suis dit, allez, c'est maintenant. C'est moitié course, c'est maintenant ou c'est rien. Et donc, j'ai attaqué, j'ai sauté. Un saut à plat, je n'ai pas coupé, j'ai sauté super loin. Donc, je me suis retrouvé à côté de Stéphane. Et là, je me suis dit, bon, c'est maintenant ou c'est pas, quoi. Donc, de nouveau, je le prends et j'avais tout l'intérieur qui était ouvert. Et non, je vais à l'extérieur, je le prends, je le mets dans les banderoles. Je le pousse. Je le pousse. Une fois que je l'ai poussé, je me suis dit, maintenant, c'est le tour de folie ou c'est rien. Et là, je suis parti, j'ai fait un tour chrono, mais un tour chrono. Et en fait, là-dessus, Stéphane, 2 virages après, il tombe. Et moi, je ne sais pas, en fait. Mais moi, j'étais dans le guidon et je me suis dit, vas-y, c'est maintenant ou c'est fini, quoi. Et je fais un tour et je repasse devant les mécanos et mon mécano marque Stéphane out. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc, je fais un tour de plus et puis il met Stéphane P9, donc position 9. D'accord. Putain, donc là, c'est bon. Et là, il me restait quelque part un quart d'heure. Et ça a été le plus long quart d'heure de ma vie. Tu m'étonnes. Je me suis dit, il y a quelque chose qui va péter, c'est pas possible. C'est non, là, qui était, où il y avait une réception super lourde, je ne sautais même plus parce que j'avais peur de casser les roues. Donc, je gagne quand même parce qu'on était assez loin. Donc, je gagne le Grand Prix et le championnat à cette époque-là, quoi. Ah, c'est beau. Ça, c'est vrai. On comprend pourquoi, quand Blaise te pose la question, c'est quoi ton plus beau souvenir, ça reste celui-là, quoi. Parce qu'il y a une grosse histoire derrière. Exactement. Il y a toute l'histoire que nous, on ne connaît pas forcément. C'était pas juste une course, quoi. C'était l'aboutissement de la saison finale. Ouais, ça plus tout l'entraînement que tu as dû t'infuser avant pour en arriver là, c'est vrai que l'aboutissement, la dernière course, ça a dû être une explosion de bonheur. C'est vrai, ça a dû être énorme. Ouais, bien sûr. Surtout que Stéphane... C'était un gros changement parce que quelque part, mon premier titre mondial, je l'ai eu quelque part facilement. J'étais jeune, j'avais tout juste, je pense que oui, tout juste dans les 16 ans. 16 ans, t'es toujours le plus jeune d'ailleurs, je crois, parce que non, Roxane a été plus jeune que moi de quelques mois, 3 mois. Ah, mais ça, je pensais justement qu'il l'avait pas eu. D'accord, j'ai dit des bêtises alors. Si, peut-être, oui, mais c'était sa troisième ou deuxième année. Non, 3e année. Mais à l'époque, ils avaient changé l'âge où on pouvait venir en mondial en 15 ans au lieu de 16 ans. D'accord. Donc, il avait une année de plus, mais en âge pur, il était plus jeune que moi. D'accord. Ce titre-là, quelque part, a été un titre... j'étais jeune et c'est un titre qui s'est passé sans rien. Parce que ça a été trop facile quelque part. Et je me rappelle, il y avait Fred Bollet qui est un ami et on était dans le même team à l'époque. Moi, j'étais en 55, lui était en 250. Et il me dit, mais Seb, tu te rends compte, tu es champion du monde.
Et je dis, ben ouais, non, je suis super heureux. Elle me dit, mais tu te racontes pas. Il avait raison parce que je me suis pas. Mon Mais pour toi, premier. c'était la suite logique, en fait. C'était une étape avant Voilà. d'accomplir les objectifs Ça suivants, s'est quoi. passé. J'ai perdu le premier Grand Prix. Je ne l'aurais pas gagné de toute façon. Mais la première manche, j'ai le trier qui casse le frein avant. Je perds le frein avant, donc je fais 5. Et en deuxième manche, je devais être pareil. Je devais être dans les 5. Et mon mécano à l'époque n'avait pas bien serré la durée de la culasse et elle s'est sortie et je serre le moteur. Donc je D'accord. perds le premier Grand Prix, mais c'était sur 12 Grands Prix. Et après, je gagne les 11 autres. Oui, oui, donc Donc là, c'est sûr que. quand j'ai été champion, quelque part, ben oui, hein, ça coulait de source, quoi. J'ai pas C'est eu. logique. Il y avait Paul Maline qui était mon adversaire de cette année-là. Et il roulait très bien, mais bon, quelque part, j'avais un niveau supplémentaire et j'étais capable de partir dernier, remonter, gagner. Donc c'était une saison qui se passait difficilement. Et quelque part, ma saison de Grand Prix était beaucoup plus facile que ma saison de champion de France cette année-là, où j'avais un Vial ou un Maschio. Pour moi, j'ai eu plus de mal à être champion de France que champion du monde cette année-là. Parce que je ne sais pas si c'était Fred, Vial ou Michael Maschio, mais en championnat de France, j'avais du mal à gagner. Euh, Soit eux, ils étaient surmotivés, soit moi, pourtant, j'avais l'impression que je l'abordais de la même façon, mais gagner une manche en championnat de France élite était difficile, que gagner une manche en championnat du monde était quelque part facile. Donc, je ne sais pas, c'était un peu une année qui était un peu bizarre. Quelque part, j'étais plus stressé en allant en championnat de France qu'en allant en championnat du monde. Et en élite, je crois qu'on en avait une dizaine. Et j'ai dû me battre jusqu'à la dernière, je crois, à la dernière course, qui était Ifundik, pour avoir le titre. Et je l'ai eu tout juste en plus. Ah, d'accord, oui, c'est vrai que Ouais, c'est ça, bizarre ça. c'est bien des choses qui ont changé depuis. Quand on voit le niveau mondial, le niveau de l'élite, c'est pas tout à fait le même aujourd'hui, quoi. Oui, mais c'est pareil. Aujourd'hui, c'est tout. Avant, c'était chaque pays avait son propre support par usine. C'était Kawa Mm. France qui faisait le support de Kawa France, Kawa Hollande qui faisait Hollande. Aujourd'hui, c'est tout centralisé avec Kawa Europe, YAM Europe. Et les championnats de pays ont perdu leur glorieuse quelque part. Parce que moi, quand j'étais pilote Kawa Usine, un budget de Kawa France allait chez Kawa Europe pour moi. Et donc, j'étais obligé de faire le championnat de France. Et pour D'accord. tout pilote français, c'était quelque part la même façon. Et aujourd'hui, on a une politique qui est tellement européenne que ben, les championnats de chaque pays ont perdu de l'importance. Ouais, c'est pas mal ce que tu dis, parce que beaucoup de pilotes se plaignent, ils disent ouais, mais avant il y avait plus de primes et tout ça. C'était pas forcément ça en fait, c'était plus les patrons comme Kawasaki, enfin les usines, qui payaient les pilotes pour aller sur ces championnats-là, pas Moi, forcément la Fédé qui payait plus. non, non, ben, heureusement encore en championnat de France, il y a des primes, donc c'est bien pour les pilotes. Mais moi, c'était dans mon contrat usine avec Kawasaki Japon. Je devais faire le championnat de France parce qu'un budget venait de la France pour supporter Sébastien Tortelli dans le championnat du monde. Donc, c'était quelque part, mon team, pour eux, c'était normal. Il n'y avait pas de question, c'était comme ça parce que le budget venait de France. Une partie du Ouais, budget. puis tu faisais Et vendre des motos plus en France que dans les autres pays d'Europe peut-être voilà. aussi, c'était une Et logique. il y avait un pilote hollandais qui était chez nous aussi. C'est pareil, il avait son budget hollandais qui allait dans le team du team, le budget du team. Et mon team devait avoir son mécano qui allait faire le championnat d'Hollande et ainsi de suite. Pareil pour le team en Italie avec Rinaldi et ainsi de suite. Donc c'était quelque part, ben, c'était pas l'Europe. C'était vraiment chaque pays qui faisait après un championnat du monde. Aujourd'hui, on est sur une politique globale qui fait que c'est plus difficile d'avoir des jeunes qui sortent. Et c'est pour ça que ça prend du temps et ça sort plus tard. Et c'est pour ça que, en plus, avec 20 Grands Prix, forcément, quand vous tapez 20 Grands Prix, c'est pas les 16 qu'on avait ou les 14 qu'on avait à la fin, s'il y en avait un annulé, il y avait moins de courses. Donc, forcément, plus d'ouverture pour faire un championnat de France ou d'un autre pays. Ouais, exactement. Et toi, justement, à la suite de ta carrière, est-ce que tu as eu des propositions justement pour être dans un team, par exemple team manager ou coach dans un Ben, team?
Oui, certaines, mais c'était pas là-dedans que j'étais. C'était pas ce que je voulais faire. Je voulais faire à ce moment-là. J'étais fatigué d'avoir fait, surtout avec une carrière aux US, où on est parti. Je crois qu'il nous reste pas grand-chose un week-end. Ouais. Quelque part, il nous reste une dizaine ou une quinzaine de week-ends à l'année, c'est tout. Donc, parti tout le week-end dans l'avion, l'hôtel, tout ça. J'avais besoin de faire un break où c'était important pour moi de pouvoir m'arrêter et quelque part me ressourcer et puis prendre le temps avec ma famille aussi. Donc, c'était pas, pour moi, c'était pas aujourd'hui, j'avais pas envie de repartir sur tous les week-ends, tous les week-ends, tous les week-ends. Donc, c'est des choses qui évoluent. Et aujourd'hui, bon, je suis sur les circuits, mais c'est pareil, je ne compte pas partir tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que j'ai une vie familiale à côté que je tiens à garder et qui est importante pour moi. D'accord. Ouais, Sébastien, bon, ça fait plus de 40 minutes qu'on t'a avec nous là. On n'a pas eu beaucoup de questions, mais les gens, les commentaires qu'on a, c'est vraiment, voilà, ça m'étonne pas, hein, tu es vraiment toujours l'idole numéro un pour les Français, en tout cas, qui s'intéressent au motocross. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, n'ayez pas peur du grand Sébastien Tortelli. Ton histoire a été super. Est-ce que tu peux nous accorder encore un petit peu de temps pour débriefer le Supercross US ou tu dois y aller? Non, non, c'est bon. Allez, Ouais, go. bon, super, c'est Tu sympa. le suis toi Ben, d'ailleurs encore, tu le suis encore le Supercross US ou est-ce que tu as un peu Je le coupé? suis de loin. Là, depuis que Roxane s'est blessée, qu'il y a moins de pilotes qui sont devant, Ouais, ça a perdu un peu de sa magie. Bon, il y avait exactement. Ferrandis qui roulait bien à l'Est, donc ça avait redonné un petit goût, mais là, après ce week-end, ça va être difficile. Ouais. ouais, et On est puis tous là, pareils, je on sais est pas tous si t'as pareils. entendu, mais Baguette s'est cassé encore le poignet, toujours le même Ouais. poignet. Ils savent pas si c'est trop grave ou pas, mais bon, c'est encore un pilote en moins. C'est cassé un orteil. Mais C'est il y l'hécatombe a des cette année. saisons comme ça, je pense que c'est pas forcément le sport ou les motos qui sont de plus en plus puissantes et tout ça. Il y en a qui disent que c'est à cause de ça, mais quand on voit les blessures, c'est pas forcément dû aux motos. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Non, je pense que bah, ça a toujours été, hein. Je pense que les circuits ont évolué, pardon, sont rapides. Donc, ça reste quelque chose pour les pilotes qui sont poussés, ça va vite. Les circuits sont un peu plus simples, comme ça, les pilotes sont plus rapprochés. Donc, ça fait une plus belle compétition. Mais donc, quelque part, plus de vitesse, plus de risque. Mais non, je pense que chaque année, c'est la même chose, hein. Je pense qu'il y a un cycle de blessures. C'est souvent une année sur deux, hein. Généralement, c'est une année sur deux que une année, c'est l'hécatombe. Et puis l'année d'après, ça reste un peu plus solide. Mais bon, faut pas se leurrer. On fait un sport qui est pas facile. Les blessures en font partie. Et quand tu vois quelqu'un comme Dungey qui a réussi à perdurer sans se blesser, c'est énorme. C'est là où il a su capitaliser. Et quelque part, beaucoup de monde dit, ouais, mais il n'avait pas ce côté brillant, cette étincelle. Mais à la fin, il a fait des résultats quand même À qui la ont fin, c'est prouvé. Dungey qui gagne. Ouais, C'est ça. toujours ça, quoi. Mais je suis d'accord, hein, il n'était pas. C'est un pilote qui a beaucoup travaillé, qui a fait tout ça, mais il n'avait pas l'étincelle qu'un Stewart pouvait avoir, qu'un Thomas a de temps en temps, qu'un Anderson est capable de donner. C'est sûr, il n'avait pas la même image, mais à la fin, les points, ils étaient là tout le temps, hein. Et justement, Anderson, c'est un pilote que tu as entraîné, non, Sébastien? Oui, je l'ai entraîné toute sa partie amateur jusqu'à ce qu'il passe pro chez SUS à l'époque. Il était comment en tant qu'amateur? Il était fougueux comme on le voit là? Le même, il n'a pas changé. On change pas un pilote. On peut l'aider, on peut peaufiner des choses, mais la nature du pilote reste le même. Marvin a toujours été un pilote fin par son physique et il sera toujours, toute sa vie un pilote fin. Jason, j'ai travaillé avec lui sur le fait qu'il fallait qu'il tienne plus sa moto, mais il ne tient pas sa moto elle part dans tous les sens, les pieds qui partent et tout ça. Ouais, mais en fait, Mais c'est son comme on style. disait, on dirait que c'est un vrac. Il est en vrac, mais contrôlé, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça a toujours été son style. Depuis qu'il est petit, il roule comme ça. Et ça sera toujours son style. Et, et il est agressif. Il a toujours été agressif. Certains s'en plaignent, mais si tu lui laisses une porte ouverte, il va la faire. Parce que c'est un mec qui est super cool dans la vie de tous les jours. Mais dès qu'il met son casque, il est mode compétition.
Il a toujours été comme ça. Et il sera toujours comme ça. Et justement, moi je reviens par rapport au fait qu'il y ait beaucoup de blessures cette année. Est-ce que tu penses pas, toi, Sébastien, que ça vient aussi du fait qu'il n'y a pas une personne qui domine, comme on va dire à l'époque de McGrath, des fois à l'époque de Carmichael, on avait une personne qui était un petit peu au-dessus du lot. Maintenant, on a l'impression qu'il y a 4-5 prétendants au titre, il y a 4-5 personnes qui peuvent gagner des finales. Donc, pour moi, j'ai l'impression que vu que potentiellement ils peuvent gagner, mais ils prennent plus de risques pour être devant et pour essayer de faire la différence. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Non, je pense qu'un championnat se joue toujours à deux à la fin. Ah, tu Un crois? championnat ne se joue pas à plus de deux pilotes. Il y Par- a toujours, à la fin, ça c'est toujours deux personnes qui sont l'un contre l'autre pour un titre. C'est rare d'avoir trois pilotes qui soient du même niveau où il y a souvent le troisième décroche à un moment donné, mentalement, physiquement, où il y a quelque chose qui se passe qu'il décroche. Et souvent, c'est deux pilotes qui sont au top, qui arrivent à dominer la chose, et c'est eux qui vont se tirer la bourre sur le championnat. Donc, non, je ne pense pas que ce soit un niveau homogène. Je pense qu'il y a toujours les deux pilotes, deux, trois pilotes qui sont en début d'année, qui sont là. Après quelques épreuves, il y en a un qui tombe de ce lot-là. Et après, ça se déroule entre ces deux pilotes-là. Et le reste prend leur mesure, c'est-à-dire ils savent leur place et quelque part, ils acceptent après 4, 5, 6 courses et quelque part, ils ont pris leur place et ils savent que ben, de temps en temps, ils peuvent gagner, mais bon, quelque part, c'est pas eux qui vont jouer le titre cette année-là. D'accord. Bon, on a débriefé un petit peu le Supercross US. Le Grand Prix d'Argentine, tu as regardé ou bon, les Grands Prix c'est long, même nous, franchement, c'était compliqué. Et puis le dimanche, comme tu dis, il y a des repas de famille des fois très importants où on peut pas forcément passer le week-end devant la télé. Surtout ce week-end-là, Mais on avait la triple crown, donc 3 manches à regarder en 2,5, en 4,50, le MXGP, ça faisait un dimanche très très chargé au niveau canapé. Oui, oui, non, bah, j'ai juste regardé les highlights, comme ils disent. J'ai vu qu'on s'appelle les deux en MX1, les deux qui étaient devant étaient, c'est de toute façon les deux qu'on attendait, hein, Avec Erlings et Keroli Caroli. Harlings, ouais. pas trop Moi, de j'ai vu surprise. Caroli rouler cet hiver en Sardaigne. Il était aussi bien que l'an dernier. Il n'a pas eu de blessures qui l'ont empêché de s'entraîner comme les années d'avant. Il, quand il est arrivé, c'était un monsieur, hein. Moi, j'étais sur le terrain, je l'ai vu, il a fait le plein d'essence, il a fait une manche de 1 heure à Riola, en Sardaigne. La piste était défoncée. La piste était détruite. Et il a chargé, il est reparti, il est parti faire son physique. Je dis, bon, ben, le Ouais, mec, il a son programme, il est prêt. Hein. Il n'y d'accord. aura pas de surprise s'il n'est pas en première, dans les premiers à la première course. Et après, ben, Erlins qui est vraiment rapide, hein, peut-être sûrement plus rapide que Caroli, et qui a encore cette jeunesse. Il traîne encore quelque part ces petites erreurs d'MX2 avec ce côté où il est tellement des fois sur le rasoir où c'est possible qu'il se blesse, donc qu'il fasse des erreurs, des petites chutes. Heureusement qu'il a eu une première chute en série qui était sans gravité, avec une perte de l'avant. Mais bon, à ce niveau-là, c'est pareil. Hein, les gars, ils poussent l'enveloppe et c'est pas que sur la vitesse pure. On va voir comment se passe la fin de l'année. Hein. Mais bon. Et après, toi, tu penses qu'il manque quoi à des gars comme Paulin, comme Fèvre, justement pour accrocher du Keroli, du Herlings? Manquer quoi? C'est une bonne C'est question. pas évident, hein? Hein, c'est pas évident, non, c'est sûr, parce que tu as des pilotes qui sont techniques. Paulin est un pilote très fin et très technique. Je sais qu'il a envie, je sais qu'il bosse, sans aucun doute. Et après, bah, des fois, il y a ce côté, il faut peut-être se faire mal, ou je sais pas, des fois, c'est pas grand-chose. Hein. Des fois, c'est le petit pic, le petit truc qui fait qu'il est plus qu'on s'appelle apte à faire l'effort. Aujourd'hui, on a un Caroli et qui sont prêts à sur la table. Je est tellement fluide quand il roule que je ne sais pas des fois s'il a ce côté un peu fou pour des fois passer au-dessus. Ouais. C'est pas dans son style de pilotage non plus. Maintenant, Romain Fèvre,
Moi, je trouve que c'est un très bon pilote. Beaucoup de personnes disent, ouais, bon, il n'est pas technique. Non, je pense pas. Je pense que Romain est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. C'est un pilote qui est fin à sa manière et techniquement qui sait faire tout ce qu'il faut et comme il faut. C'est un vrai bosseur. Mais ben, des fois, je sais pas, je connais pas son entraînement. La- Après, pour arriver à ce niveau-là, on a forcément de la technique. Même un gars comme De Dijker, qui est pas forcément beau à avoir roulé, il a forcément un bagage technique énorme. je sais pas, des Dakar, quand même, Bon exemple. Voilà, c'est tout ce qu'on l'extrême. veut faire faux sur une moto, il a fait faux. C'est un mec qui m'a toujours impressionné parce que tout ce qu'il ne faut pas faire, il faisait et il arrivait à être vite. Le seul problème, c'est qu'il arrivait à être vite sur 3 tours et après, c'était fini. Après, on se souvient même qu'il avait les bras qui Et tétanisés quand même, parce que voilà, donc c'est bon, c'est quelque part lié à sa technique. Mais quelque part, moi, j'ai vu rouler Romain Fèvre. Les premières fois que je l'ai vu rouler, c'était un super moto. Un mec qui est magnifique à voir rouler, super technique, super fin. Donc c'est impossible qu'un mec qui soit aussi fin en super moto ne soit pas quelqu'un de fin sur une moto de cross. C'est là, quelque part, la finesse est là. Peut-être les gens ne le voient pas. Comme moi, à mon époque, les gens pensaient que j'étais un bourrin fini parce que je passais dans les trous. Mais il y a des façons de passer dans les trous. Il y a des façons de comment savoir absorber les trous, comment faire que le trou soit beaucoup moins important. Et ça, c'est une demande technique que des gens ne voient pas souvent. Et parce que lui, il passe dans les trous, ah ben, c'est un bourrin de service. Mais non, il y a une technicité qui permet à un pilote comme Romain Fèvre, en l'occurrence, parce qu'on parle de lui, d'aller vite et de faire une manche aussi vite. Parce que vous pouvez être dans la meilleure condition physique possible. Si on n'est pas technique, on ne peut pas faire une manche de 30 plus 2 à 200% c'est ou vrai. à 100%. C'est vrai, C'est pas possible. après Romain Fèvre, on voit qu'il a quand même les coups d'en bas. Il a un style qui est pas académique, qui est pas très très joli à voir, mais Un il des doit meilleurs compenser. pilotes au monde qui m'a battu roulait avec les coups d'en bas. Oui, exactement. Et On une peut pas moto dire Mais toi, par les contre, coups d'en sur bas. l'arrière. c'est Les coups d'en vrai, bas c'est vrai que toi, comme je dis, c'est la technicité. Oui, on peut être beau. Un très beau pilote comme Gauthier est très beau à avoir roulé, très pur. Mais à la fin, tout style de pilote peuvent être rapides et arriver à leur but. C'est certain. C'est pas la technique parfaite qui fait que on va être devant. C'est il y a l'envie, ça c'est numéro un. La technique aide et facilite des choses, mais l'envie prime au-delà de la technique. d'accord. Donc du coup, ben, c'est un bon message pour tous les pilotes qui sont motivés et qui veulent se lancer dans le motocross et qui ont vraiment vraiment l'envie. Et donc du coup, il n'y a plus qu'à avoir Ouais, on va dire la base de technique et on peut atteindre C'est de bons sûr, résultats. les 10 premiers pilotes du mondial sont tous techniques. Ouais. Ils ont tous une technique qui est à leur manière efficace. D'accord. bon, on a appris plein de choses aujourd'hui grâce à Sébastien. Du coup, on va conclure parce que ça fait quand même un petit moment. Chaque fois, on dit on te garde 30 minutes et puis bon, ça déborde. On va conclure par la question du jour, donc présentée toujours par cvoparts.com. La question du jour, Sébastien, je pense qu'on peut te la poser à toi. Et c'est une question qu'on avait la semaine dernière par un de nos abonnés. C'est à partir de quel âge il faut avoir un programme physique? Personnellement, je pense que un jeune, c'est-à-dire jusqu'à 14 ans, n'a pas vraiment besoin un gros programme physique. Je pense que jusqu'à cet âge-là, c'est super important de pouvoir rouler. C'est pour moi le numéro un, de développer cette technique, de développer le plaisir de rouler. C'est, je pense, avant tout là. Et à partir de 14-15 ans, dépendant de la morphologie de l'enfant, on peut commencer l'entraînement gentiment en lui donnant. C'est pas le fait de lui mettre un programme sur le dos et de le pousser, c'est plus vers cet âge-là lui apprendre Lui qu'est-ce donner qu'est un goût entraînement. au sport, peut-être? Hein, mais l'apprendre Lui le donner sport, goût au sport, ouais. voilà, l'apprendre que la moto c'est bien, mais qu'il faut rajouter et avoir une certaine hygiène de vie, une certaine façon qui permet d'aller plus loin. C'est peut-être aussi le cap du 80 au 125 ou du 80 au 2,5 4 temps où on commence à passer Ouais, sur une motodome quand même qui fait voilà, voilà. qu'on. Et la première année, moi, je fais souvent
J'ai des gamins qui sont à l'âge de 14 ans, d'ailleurs, à ce moment-là. Et gentiment, je leur commence à leur bâtir tout ce qui est physique, mais d'endurance. Donc, on va faire des sorties de VTT, on va faire des sorties de vélo de route. Si le gamin a besoin d'un petit peu de renforcement musculaire, un petit léger pour commencer, mais le fait il s'étoffera par lui-même le fait de rouler sur une 250 F ou sur une 125. Donc, pour moi, c'est juste donner le goût et l'habitude que ça fait partie du sport motocross ou du sport supercross, et qu'après, quand on arrive à 17 ans, là, 16-17 ans, il faut être capable de commencer à s'entraîner sérieusement. Après, il faut dire aussi pour ceux qui nous regardent, qui sont peut-être un peu jeunes, qu'il y a des phénomènes de croissance. Donc, s'ils veulent se mettre à tout ce qui est... Toi, tu conseillerais d'ailleurs, toi, la musculation pour le motocross ou pas? Non, je conseille plus le renforcement musculaire, oui. Au poids du corps. Voilà, au poids du corps, plus tout ce qui est abdominal, lombaire, c'est ce qui est primordial pour un pilote. C'est pas la peine de lever du poids et de prendre du muscle, parce que plus on a de muscles, plus on tétanise déjà plus facilement des bras. Donc c'est la première des choses, c'est jamais travailler les avant-bras, jamais. C'est la chose qu'il faut jamais toucher. Et parce que si on commence à travailler les avant-bras, c'est fini. Après, il y a les syndromes d'éloge et tout ça qui s'y mettent. Ouais. Donc, la première des choses, c'est gentiment bâtir ses jambes, parce qu'un pilote de cross, c'est les jambes. C'est à partir du moment où on a des bonnes jambes qui sont endurantes, qu'on a un bon niveau abdos et lombaires, le reste suivra. Parce que la première des choses, quand on est fatigué, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit. Et quand on est assis, on tombe. Tu prends les trous, tu ne contrôles plus la moto, tu tombes. Donc, la première des choses, c'est gentiment bâtir l'endurance des jambes, faire tourner les jambes. Le vélo est le mieux pour ça, pour être capable d'aller plus loin. Du coup, quelqu'un qui a mal au bras, la première chose qu'on peut lui conseiller, déjà, c'est surtout pas de faire de musculation, et plutôt adapter son pilotage. S'il a mal en roulant au bras, c'est plus rouler sur les jambes et debout, et gainer sa ceinture abdominale, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est surtout éviter de prendre des poids lourds avec les mains et de les lever et de faire travailler le poignet. C'est de prendre la petite balle de tennis et de la serrer. Tout ça, c'est des trucs qui sont à l'opposé de ce qu'il faut faire, en fait. Finalement, les avant-bras, il ne faut jamais les travailler. On les travaille déjà assez sur la moto. Et quelqu'un qui les travaille, le syndrome d'éloge, c'est que son muscle n'est pas assez... Son enveloppe musculaire, l'enveloppe qui est autour du muscle est trop petite par rapport au développement du muscle. Et quand on opère, qu'est-ce que les chirurgiens font? Ils ouvrent l'enveloppe pour que le muscle puisse s'étendre. Donc, plus on travaille le muscle, plus on accentue ce manque de sang qui va dans les avant-bras, et plus c'est pire. Donc, c'est le moins travaillé sur tout ce qui est serrer les mains, le mieux on se porte sur une moto. Parfait, c'est très clair. Merci Sébastien, merci pour tous ces conseils, merci pour ta présence, un peu plus d'1 heure. Merci pour ces anecdotes aussi, ça fait plaisir. Ouais, avec plaisir. Et écoute, on te souhaite bon courage pour la suite en Espagne. Et j'espère que tu auras plein de jeunes Français qui viennent te voir, te faire coucou. Mais moi, je peux te garantir que tu es toujours l'idole même des plus jeunes. Merci. À bientôt. Merci pour tout, Sébastien. Sur des championnats de France ou sur un mondial. Ça marche. Allez, merci beaucoup. Bientôt. À plus. Allez, au revoir tout le monde.